Voilà. Donc, c'est à vous, on vous écoute, chers amis. Merci beaucoup. Vas-y, Jocelyn, présente-toi peut-être. Oui, donc d'abord, je voulais remercier sincèrement le professeur Jean-François Pelletier et aussi le docteur Lesage pour cette invitation qui nous touche vraiment beaucoup. Donc, je m'appelle Jocelyn Deloyer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Très bien, oui. Très bien. Donc, je m'appelle Jocelyn Deloyer. Je travaille au Centre psychiatrique Saint-Martin, qui est une institution psychiatrique donc en banlieue namuroise, donc dans la province de Namur, en Belgique. Et une de mes fonctions concerne la mise en place de projets européens, c'est-à-dire de monter des projets européens, de créer des consortiums pour améliorer ou en tout cas acquérir de nouvelles connaissances que nous n'aurions pas pour nos professionnels, mais aussi pour nos usagers qui, par ce fait, ont la possibilité d'aller dans des centres en Europe et de rencontrer d'autres usagers, d'autres professionnels pour échanger des connaissances. Voilà. Ok, Jean-François, tu peux appuyer à nouveau parce que je suis désolée, j'ai mis une animation. Tu appuies encore une fois. Voilà, encore une fois. Très bien. Voilà, là, vous avez la présentation générale. Le projet, en effet, est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre des financements Erasmus, projet stratégique. Alors, moi, je suis Laurence Font-Armand, sociologue de formation, sociologue de la santé. J'ai une HDR, une habilité à diriger les recherches en santé publique et j'ai orienté tous mes travaux sur la psychiatrie et la santé mentale depuis une quinzaine d'années. À partir de plusieurs projets européens, à partir du Luxembourg. Le Luxembourg est ce tout petit pays dont on parle peu, mais qui est très important en Europe parce qu'il y a beaucoup d'institutions européennes, comme à Bruxelles d'ailleurs, mais il y en a autant, voire plus à Luxembourg. Donc ça nous donne une proximité avec des agences européennes et ceci nous a permis de développer pas mal de projets et donc d'avoir du financement pour cela. En France, puisque je suis d'origine française, mon accent n'est pas un accent parisien ou je suis du sud de la France, mon origine est le sud de la France, donc l'accent n'est pas celui de Jocelyn ou le vôtre, et c'est très charmant d'ailleurs de se rencontrer comme cela. Et je travaille avec le laboratoire éducation et promotion de la santé à l'université Paris-Sorbonne, Paris-Nord. J'y enseigne la sociologie des organisations de santé et mon travail en recherche consiste à superviser des travaux relatifs à l'analyse des politiques de santé. Puisqu'on travaille en Europe, et on va parler de cela, en fait, de la culture partagée, puisqu'on travaille en Europe, il s'agit souvent de comprendre bien les contextes et de voir comment les choses se mettent en jeu hein, entre acteurs. Et bon, les travaux portent notamment sur des évaluations, sur l'analyse des pratiques professionnelles. Alors, cela nous a amené évidemment à rencontrer Jean-François Pelletier, voilà, avec d'autres réseaux de collègues, avec l'Université de Tours. Bon, et la pérédance, évidemment, elle est toujours en filigrane dans cette affaire pour nous. Hein. Donc, merci bien, Jean-François, de cette invitation. Merci également, Alain Lesage, de nous accueillir. Ça nous fait plaisir de faire un peu la promotion de notre propre démarche au-delà de l'Atlantique, parce que, bon, on ne veut pas être ethnocentré, hein, comme on dit en Europe ou dans nos pays respectifs. Tu peux passer la seconde ? Voilà, donc le coordinateur, vas-y Jocelyn, tu peux dire, tu présentes. Oui, donc peut-être déjà dire qu'il y a eu deux projets de tutorat donc, qui ont été deux projets successifs. Et le coordinateur, pourquoi un hôpital psychiatrique s'instaure comme coordinateur? En fait, nous étions confrontés à de graves problèmes de transmission de connaissances. Et là, on en vient directement à ce que Jean-François disait, sur en fait, quel est le statut de ces connaissances qui devraient être transmises par des professionnels et en fait qui ne le sont pas nécessairement dans les circuits classiques. Donc ici, dans l'hôpital qui m'emploie, nous avons évidemment des psychiatres, psychologues, des assistants sociaux, des ergothérapeutes, des art-thérapeutes, des éducateurs, nombre de professionnels, et on s'est rendu compte que lorsque nous accueillons des jeunes professionnels
sortant du cursus académique classique, il y avait beaucoup de connaissances qui étaient défaillantes. Et l'idée première du premier tutorat, c'était, mais essayons de faire un pairage entre ces jeunes professionnels débutants dans la profession et des professionnels plus aguerris, des professionnels qui ont plus de bouteilles, qui ont acquis d'autres connaissances. Et nous avons couplé ça, effectivement, comme le disait très bien Laurence, en termes de culture partagée, non seulement par cette fonction de tuteur, de tutorat, mais aussi par des voyages en Europe, et merci évidemment à Erasmus+, qui nous permet de recevoir des bourses et des financements pour des voyages en Europe. Et ces jeunes professionnels ont pu aller s'imprégner d'autres cultures, aller acquérir d'autres connaissances qui étaient pour la plupart inédites. Et là, je crois qu'on n'a peut-être pas besoin de trop exemplifier, mais ces jeunes professionnels ont été confrontés à des surprises, vraiment à des étonnements en fonction du pays dans lequel ils visitaient, en fonction de l'attitude des professionnels, des soignants, mais aussi de l'attitude des patients et du statut du patient ou de l'usager en santé mentale. Et ces découvertes ont été en fait rapportées dans les différentes institutions et on a constaté une grande solidarité en fait entre les professionnels et le but c'était effectivement une élévation du niveau de compétence et une ouverture d'esprit pour de nouvelles méthodes et de nouvelles techniques en santé mentale. Oui, voilà. Là le diapo nous dit d'une part, donc la coordination, c'est Jocelyn sur l'ensemble du projet. Et avec Jocelyn et une autre collègue de la haute école de Namur, Marie-Clotilde Lebas, nous avons dirigé le second ouvrage et le premier ouvrage, Jocelyn et moi-même. Si tu veux bien passer, Jean-François, merci. Voilà. Oui, là, c'était pour nous dire justement le marketing qu'a utilisé Jocelyn. On a des très belles affiches qui montrent la dynamique du projet. La dynamique, c'est bien l'échange de professionnels dans tout le territoire, le jeune professionnel dans tout le territoire, des professionnels donc de santé mentale et de la psychiatrie de manière très, très ouverte. Tant des étudiants de sciences sociales que des personnes de la psychiatrie. Enfin, voilà, on a vraiment ouvert. Tu veux bien passer, Jean-François? Voilà, encore, tu appuies encore une fois. Voilà, là, on voulait vous dire qu'en fait, pour ce qui est de nos échanges, nos échanges sont variés, mais vous pouvez voir aussi que nos partenaires sont variés. Ce sont des organisations professionnelles ou académiques, des hôpitaux, des services ambulatoires, des structures psychosociales d'accompagnement, mais aussi des centres universitaires de recherche. Voilà par exemple là avec le logo de plusieurs partenaires et puis des partenaires donc de toute l'Europe, tant l'Ouest. Tu veux passer peut-être? Je crois qu'on a derrière... ah voilà, il en manquait. Va passer encore, voilà, 16 pays participants. Voilà, 7 pays partenaires, 16 pays participants. L'objectif, là, on le rappelle, c'est peut-être un peu petit, hein, formaliser donc la posture de tuteur dans le deuxième. Tu peux peut-être, là, Jocelyn, prendre la parole là-dessus. Oui, volontiers, Laurent. Simplement dire aussi que sur le partenariat, nous avons toujours voulu, dans notre démarche, répondre à des problématiques complexes en évitant de compartimenter les savoirs. Et donc, comme vous le voyez dans le partenariat, nous sommes excessivement ouverts et nous ne restons pas cloisonnés à un champ, que ce soit le champ des hôpitaux psychiatriques, que ce soit le champ de la santé mentale. Nous allons vers les centres de recherche, vers des centres académiques, des lieux culturels aussi. Nous introduisons donc des acteurs de la culture dans notre partenariat. Et ça nous semble essentiel, un peu dans l'idée d'Edgar Morin, d'interdisciplinarité pour ceux qui auraient cette référence en tête, de vraiment d'aller chercher dans différentes disciplines, mais dans différents lieux physiques aussi, des connaissances. Et donc, le processus donc, sur 3 ans a été vraiment un engouement, puisque en fin de parcours, on a une centaine de jeunes professionnels qui ont voyagé à travers l'Europe et qui ont acquis ces connaissances. Vous avez quelques données un peu statistiques, mais ce que l'on souhaitait aussi, c'est effectivement leur procurer un background de décodage de ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire que, bien sûr,
ils étaient confrontés à d'autres cultures, j'en ai déjà parlé, à des étonnements, mais nous voulions aussi leur proposer une grille de lecture et ne pas que ça reste sur un niveau de la surprise, de l'étonnement, parfois de l'ébahissement. Hein. Moi, je peux citer des cas nombreux où j'ai été vraiment estomaqué par des attitudes et qui m'ont vraiment marqué et qui ont été très réflexifs pour moi. Mais nous souhaitions aussi, et ça Laurence, tu peux peut-être en dire un mot, leur procurer des outils théoriques, méthodologiques aussi, notamment avec le carnet, le portfolio, le carnet du tuteur, afin qu'ils puissent décoder et recontextualiser cela dans une démarche plus intellectuelle et réflexive. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que bon, l'Europe n'est pas homogène. Vous le savez bien, vous entendez bien à quel point politiquement il y a différents courants, il y a différentes manières de voir, de vivre les choses. Les cultures sont extrêmement différentes. Alors cette problématique de l'autogéné, de la diversité de l'Europe, c'est vraiment la difficulté qu'il y a. Lorsqu'il s'agit de transmettre des messages et lorsque l'on veut unir, eh bien, la difficulté, c'est de voir, de bien comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Bon, je sais bien aussi qu'au Canada, si je parle du Canada, je ne parle pas de Québec, eh bien, il y a une hétérogénéité extraordinaire. Mais il y a, alors on est non seulement dans une hétérogénéité qui est culturelle, mais elle est également politique et elle se décline évidemment dans la psychiatrie et dans la santé mentale de manière très inattendue parfois. Avec nos partenaires, nous avons découvert des choses très différentes. Hein, la psychiatrie je prends souvent cet exemple de la Roumanie. De la Roumanie, nous sommes allés visiter des hôpitaux psychiatriques, mais en pleine montagne. Je vous assure, on a vu des choses, on avait l'impression d'être au Moyen Âge, avec des gens isolés, attachés à des lits, des choses extraordinaires. La psychiatrie du Sud, en Grèce, par exemple aussi, elle est très différente. Plusieurs psychiatres étaient venus se former dans l'Ouest, avaient essayé d'appliquer des manières. On a une communauté qui est forte, familiale forte, de l'entraide importante. C'est encore très différent de ce qui se passe dans une psychiatrie belge ou française ou luxembourgeoise, assez médicalisée finalement, avec des manières de vivre l'ambulatoire très différemment. Bon. Et puis, nos partenaires espagnols nous ont aussi montré d'autres approches, d'autres façons de vivre, et l'Europe du Nord encore. Bon, c'est pour vous dire, pour vous faire sentir que chaque métier et chaque contexte, eh bien, il faut faire face à cette diversité, d'avoir des pratiques professionnelles. Et donc, nos jeunes stagiaires, hein, qui étaient des jeunes professionnels, puisqu'on l'a dit, l'idée, c'était de leur ouvrir le champ, hein, d'essayer en allant voir ailleurs, d'essayer de se trouver eux-mêmes, finalement, et de comprendre mieux les choses à travers des expériences très de terrain. Hein. Bon, on a voulu faire les choses sans prétention. Hein. On s'est lancé dans le premier projet, dans la première phase de projet, donc ce qu'on a appelé sur le texte, vous verrez le tuto 1 et après le tuto plus étant la deuxième phase. Hein. Nous parlons de 6 ans, hein, les 6 dernières années. Donc, premier projet, 3 ans. Second projet, 3 ans. Tuto 1, nous envoyons des stagiaires dans toute l'Europe, nous les formons, nous essayons de valider des connaissances à travers un mémoire qu'ils rédigent. Peut-être ça pourra peut-être y revenir, Jocelyn, sur qu'est-ce qu'on y demandait. Et puis la deuxième phase, elle porte sur les tuteurs parce que nous nous sommes rendus compte dans l'évaluation qu'au fond, comme cette diversité-là, il fallait lui donner une unité en formant des tuteurs pour recevoir les stagiaires. Hein, vous voyez la démarche. Donc, il s'agissait en effet là de donner un peu des grilles, des outils communs pour essayer de mettre ensemble, pour partager. Parce qu'il était difficile de dire, il fallait choisir entre une culture commune ou une culture partagée. Et nous avons choisi une culture partagée parce que nous savions que nous n'allons pas… Évidemment, on a d'une certaine manière construit une culture commune avec… On a notre langage, on a nos références internes au projet. Mais finalement, dès qu'on sort du projet, chacun retourne à sa culture, à son cadre. Hein. Si tu veux, Jean-François, passer le suivant.
Là encore. Voilà, donc pour redire, hein, de 2014 à 2017, donc les stagiaires, vas-y, excuse-moi, c'est en escalier. Voilà, pour développer des compétences des jeunes professionnels. Tu peux peut-être parler de cette certification, Jocelyn? Oui, certainement. Donc, on voulait donner une certification qui est reconnue à un niveau européen. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le système des crédits ECTS, qui sont des crédits donc, qui correspondent à des modules universitaires donc, ou dans des écoles supérieures qui permettaient donc à ces jeunes professionnels de pouvoir se prévaloir d'avoir 6 crédits ECTS, ce qui est assez important. Ça correspond plus ou moins à un cours de 90 heures à un niveau universitaire, donc c'est vraiment des crédits assez importants. Et pour ce faire, effectivement, ils devaient compléter et valider un portfolio qui était validé sur 3 aspects. D'abord, un aspect purement administratif, légal. Ensuite, un aspect clinique, voire un peu au niveau clinique, les choses qu'ils avaient observées, qu'ils rapportaient et la manière dont ils les rapportaient, si ça ne tenait la route face à un collège, on va dire, d'experts, et les rapporter aussi au niveau pédagogique, c'est-à-dire comment faire passer cette nouveauté dans leurs équipes habituelles. Par exemple, ils vont découvrir en Finlande l'Open Dialogue, cette méthode donc, ouverte de parole. Comment peuvent-ils la rapporter? Comment peuvent-ils mettre en place un dispositif afin que quelques éléments, sans doute pas tout, mais quelques éléments puissent être efficaces dans leur contexte propre de travail? Et donc, il y a eu une belle réussite. C'était à Berlin avec la remise des crédits ECTS et c'était vraiment, je vais dire, une soirée très, très touchante et très, très émouvante puisque nous étions quasiment une centaine là-bas à Berlin pour la remise de ces crédits ECTS venant de tous les pays participants. Ensuite, le tuto 2, donc 2018-2021, si tu veux bien, Jean-François. Voilà, donc on a acquis de l'expérience dans Tuto 1 et là on a travaillé sur la fameuse culture professionnelle partagée en concevant donc un programme de formation européen pour une 50aine de tuteurs en psychiatrie et santé mentale. Tu peux continuer. Voilà, avec un module en français, un module en anglais. Hein, nous essayons aussi de faire du bilinguisme. Et puis l'objectif, donc là, du tuto plus, le second, c'est de mettre en réflexivité les professionnels volontaires qui se sont inscrits volontairement. Alors là, en effet, on va un peu rentrer, si tu veux bien, Jean-François, sur ce qu'on a voulu faire dans cette approche de culture partagée. Alors, les choses n'ont pas seulement reposé dans tout notre programme sur des formations. Ils ont reposé aussi sur un certain nombre de cycles de conférences, et conférences scientifiques. Jocelyn, je te laisse la parole là-dessus. C'est toi qui avais organisé. Oui, comme tu viens de le dire, Laurence, très justement. Donc, nous voulions aussi qu'en fait, un public très vaste et au-delà du partenariat soit concerné. Et donc, dans 4 pays participants, Belgique, Grèce, Roumanie, enfin dans 3 pays, puisqu'il y en a eu 2 en Belgique, veuillez m'excuser, nous avons rassemblé de nombreux professionnels autour de ces questions, non seulement pour diffuser les résultats du programme, pour les informer de la possibilité du programme, mais surtout aussi pour essayer qu'ils soient partie prenante dans un programme, que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur. Et pour la suite, pour qu'ils reprennent la main, pour que le but, évidemment, c'est que ce programme ne s'arrête pas et donc on est fort confiant à ce niveau, il ne va pas s'arrêter, pour que d'autres professionnels, d'autres institutions reprennent ce programme et ainsi que là, nous avons invité évidemment les partenaires politiques. Comme l'a dit Laurent, c'est très important que les politiciens, parce que c'est en partie eux qui vont déterminer les grandes orientations santé mentale, soient au courant de ces avancées qui peuvent paraître modestes, mais qui parfois débloquent des choses et donnent une autre perspective sur la formation des professionnels de la santé mentale.
voilà, oui, merci. Un des outils, c'est créer des conférences, créer des échanges entre professionnels, rencontrer les décideurs, parce qu'ils sont aussi des financeurs, et nous avons besoin d'eux pour développer nos travaux, hein. Mais ils ont aussi besoin de nous parce que sans nous, la coquille est vide, hein. Alors voilà, nous travaillons aussi beaucoup à des recommandations pour faire évoluer les choses, pour qu'il y ait davantage d'unité et puis pour que les choses soient basées sur une approche eh bien partagée, pour une approche qui sera un peu plus universelle. Si tu veux bien, Jean-François, suivant. Voilà. L'idée, c'est bien d'avoir une approche universelle. Approche universelle, pour nous, ça veut dire une manière de travailler sur des choses qui sont validées. Alors, d'un point de vue de la démarche de formation, nous l'avons inspiré de Donald Schoen, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est en fait d'être un professionnel qui se forme, comment il peut se former. Et alors, on s'appuie sur cette démarche-là qui dit que le tuteur, eh ben, il construit son savoir. Évidemment, se former, c'est aussi se transformer et c'est avoir du savoir, mais un savoir, eh bien, un savoir, c'est pas seulement celui qui vient parce que le prof a parlé, parce qu'il y a un amphithéâtre et des gens qui écoutent, mais c'est aussi à travers sa propre construction individuelle, sa propre identité professionnelle. Donc, il s'agit de s'appuyer sur son expérience de terrain et d'action et d'articuler des savoirs théoriques et des savoirs évidemment pratiques. Alors, Schoen parle de praticiens réflexifs, capables de prendre suffisamment de recul, d'objectiviser, hein, d'avoir du recul, de pouvoir discuter et de travailler finalement à une innovation des métiers dans la psychiatrie et la santé mentale. Donc, c'est s'imprégner des contextes, des acquis, des plus jeunes, des plus anciens, des autres métiers. C'est construire un savoir professionnel donc, par l'action et par la réflexion. Donc, on s'appuie sur cette démarche. Alors, il y a toute une biblio, je vous l'ai mis en fin de fichier, hein. C'est tout à fait accessible à nos étudiants, là, à nos participants, pour que, si l'approche vous intéresse, de pouvoir aller plus loin. Et puis, évidemment, cela s'inscrit dans une approche qui est plus institutionnelle. C'est une démarche méthodologique autour de la socioclinique institutionnelle, de la démarche de référence, de l'analyse institutionnelle, hein. Bon, cela veut dire que, en fait, on tient compte toujours, on articule les dimensions qui sont micro et macro-sociales, des réalités professionnelles, pour que les acteurs puissent y trouver leur place. Je pense que le diapo suivant, si tu veux bien. Voilà, on avait le petit. Voilà, construire la culture partagée, c'est toujours le fil directeur. Vous connaissez peut-être l'approche de Bronfer-Brenner, hein, c'est la culture enfin emboîtée, hein. L'individu au centre, vous voyez bien, il est dans un système qui est un microsystème qui lui-même s'inclut dans un mésosystème, exosystème et macrosystème. Et c'est le lien entre tous ces éléments. Le macro, c'est le social, l'idéologique, la culture. L'exo, c'est tout le système environnant. On voit à quel point aussi avec Covid, hein, tout ça est perturbé, mais tout ça, comme cela a un impact dans l'interaction, hein, sur les individus eux-mêmes, les individus en tant que personnes, mais en tant aussi que professionnels, en tant que patients, hein, pour articuler ce triptyque professionnel, patient, usager, et puis tuteur qu'on est en train là de former. Et avec Bronfer-Brenner parle du chronosystème, c'est-à-dire comment le temps, comment l'histoire, comment les jours qui passent, comment la dynamique sociale, elle influence ces systèmes. On va un peu vite, mais c'est pour vous dire voilà un petit peu les clés d'entrée de lecture qui inscrivent notre approche un peu théorique et conceptuelle pour dire bon, mais cette culture partagée, mettons en commun quelque chose d'universel, reconnu scientifiquement, on va dire, hein, en tout cas validé, et voyons comment on peut tirer les éléments qui permettent de comprendre comment dans l'interaction les uns et les autres peuvent se situer et se placer. Donc, l'approche réflexive, elle a permis cela. Et donc, nous avons construit 3 sessions de formation. Une première session, créer le portfolio. Tu peux peut-être, Jocelyn, parler de cela,
le portfolio, je ne sais pas si les personnes ici connaissent. Donc, le portfolio, c'est un document que nous avons créé donc, avec la Haute École de la province de Namur et le Laurence Fontarmand, évidemment, qui permettait cette approche réflexive dont Laurence a parlé. C'est un support qui permettait donc aux professionnels de se poser des questions, dans son propre chef et aussi d'interagir avec d'autres professionnels. Donc, il devait être complété et c'était aussi cela qui nous aidait à certifier leur crédit CTS, évidemment, pour avoir un document probant afin de certifier ces crédits CTS, donc qui sont reconnus partout en Europe. Oui, merci. Après, bon, alors la première session, donc vous voyez le déroulé, elle a consisté en effet de construire, de travailler bien sûr les représentations sociales, la mise en place de conceptualisation, bon, des distinctions à faire entre compagnonnage et tuteur. Bon, tout cela se construisait sur 3 jours. 3 jours au fur et à mesure, en français et en anglais. Et puis avec Covid, malheureusement, dans le deuxième tuto, celui-ci, nous avons été en pleine période Covid, hein, puisqu'en 2020, la session de formation 2 a été retardée souvent. Enfin, nous avons fait quelques sessions en visio, mais vous connaissez les contraintes. Hein. Voilà, avec des contenus. Alors, ce sont nos collègues de la Haute École de Namur hein, qui travaillent là-dessus. C'est Marie-Clotilde qui a dirigé toute la conception hein, des sessions de formation. Voilà, avec des contenus extrêmement, je dirais, puissants pour vraiment interroger les tuteurs hein, dans leur contexte de vie et avec des interactions sur les autres contextes, ceux de leurs collègues. Dans le troisième, il y a une erreur, la session que vous voyez sur la droite, elle a été orientée sur, évidemment, le numérique. Tu veux peut-être, Jocelyn, expliquer le contenu, là, un peu ? Oui, certainement. Donc, on a été confronté effectivement à cette nécessité de passer sur un mode numérique, non seulement à un niveau, je vais dire, purement pratique, c'est-à-dire délivrer des enseignements sous forme de e-learning et de e-tutorat, mais également dans la dynamique qui a été approchée avec les usagers, avec les patients de la santé mentale. Et donc, ça a été aussi une opportunité pour les professionnels de la santé mentale de s'aguerrir avec de nouveaux modes d'interaction avec les patients, avec comme tout ce qu'on peut imaginer, la téléconsultation, mais aussi tout ce qui est les applications, les applications connectées, les objets connectés, montres connectées, vêtements connectés, etc. Et donc, le dernier module a été vraiment sur ces 2 niveaux que l'on a intriqués, c'est-à-dire permettre aux professionnels d'approcher toutes ces nouvelles manières d'interagir avec les usagers de la santé mentale et des manières qu'eux interagissent avec nous aussi quand ils nous renvoient des informations automatiquement, par exemple avec, que sais-je, des piluliers connectés, des montres connectées avec un rythme cardiaque ou bien des applications dans lesquelles ils notent leur niveau d'anxiété. Donc, sur ce niveau d'interaction avec les usagers, mais aussi sur le niveau de comment apprend-on maintenant, comment partage-t-on des connaissances maintenant, alors que nous ne savons plus nous rencontrer en face à face. Et donc, cette dernière session de formation a été complètement bouleversée, mais a été excessivement dynamique et profitable aussi, et nous avons pu engranger, je trouve, des nouveaux modes de réflexion sur ce qu'est entrer en relation, comment peut-on considérer le transfert ou le contre-transfert quand on se voit à travers un écran, et toutes des choses qui étaient vraiment théoriques et fort passionnantes, je trouve. Ça remettait en jeu toutes les grandes notions psychologiques ou psychiatriques. Oui. Et là, on s'est tout à fait inscrit dans une des priorités hein, de la psychiatrie moderne et de l'Europe, qui est celle de la digitalisation.
Et cela nous permet voilà, d'essayer de réfléchir maintenant en termes de, bon, et la psychiatrie d'aujourd'hui, celle de 2030, celle de 2040, et de la réfléchir avec nos acquis d'aujourd'hui, avec cette fameuse culture, ma foi, qu'on partage comme on peut, on fait comme on peut, de ces différents pays et de répondre aussi finalement à des exigences du monde qui avance et des politiques qui veulent aller dans ce sens-là, de la digitalisation. Non pas qu'on fasse frein, mais on veut y avoir une dimension évidemment éthique, de protection évidemment des usagers, mais aussi des professionnels, et de faire les choses progressivement, d'essayer de les faire bien, dans le respect des traditions et dans tout ce qui est bon pour la santé de tous, des professionnels et des usagers. Et parallèlement, évidemment, on a d'autres projets hein, sur, par exemple, comment les professionnels vivent la digitalisation de la société, comment ont-ils pu essayer d'adapter les choses avec la Covid, en ayant des relations à distance. Enfin, vous voyez que ce projet-là, bon, ben c'est comme un petit arbre là, depuis 6 ans qui pousse, qui a des branches, et voilà, et on s'est adapté au fur et à mesure, et on a construit avec ce réseau, on a élargi le réseau, c'est arborescent, voilà, et ça nous fait aller vers vous. Voilà, pour réfléchir à d'autres choses, d'une autre façon, enfin en tout cas, faire évoluer les choses au mieux. Donc cela a été l'objet de nombreuses publications, notamment d'articles scientifiques. D'ailleurs, dans les références, je n'ai pas forcément mis les articles, mais vous pourrez les voir dans les ouvrages. Et en particulier, nous avons tenu à faire 2 ouvrages collectifs. Un premier ouvrage en 2017, l'on a intitulé Emploi, formation, tutorat en santé mentale, des innovations nécessaires en Europe. Donc là, c'est toute la problématique autour de pourquoi un projet de formation de tutorat en santé mentale en Europe, pourquoi, et puis comment on fait finalement de la recherche interventionnelle. Donc on l'a articulé à toute la démarche d'une recherche interventionnelle qui permet finalement eh bien, de transformer quelque chose en marchant, hein, tout en construisant. Et de le faire dans la communauté scientifique en articulation avec la communauté professionnelle. Alors, tu peux, Jean-François, appuyer une fois encore. Bon, l'ouvrage, évidemment, nous l'avons traduit en anglais. Puis en 2021, cet ouvrage-là, Psychiatrie, santé mentale et culture professionnelle partagée, un programme européen de formation de tuteurs, où nous avons expliqué bien notre démarche. Nous l'avons constitué de 3 parties. Pour conclure, hein, la première partie sur la dimension pédagogique du projet de formation, la deuxième partie sur les témoignages d'acteurs du projet, hein, et une troisième partie sur des perspectives, et notamment avec notre partenaire du centre coopératif de l'OMS en recherche et en formation en santé mentale, sur l'évaluation du projet avec un protocole d'étude. On est en train d'avoir les résultats maintenant sur la position des usagers sur ce projet, quel est leur regard, parce que vous avez peut-être pensé qu'on ne pensait pas à eux, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais évidemment notre idée c'était de faire quelque chose qui les concerne de plus en plus. Et voilà, l'idée, c'est de continuer avec eux par la paire aidance notamment et par d'autres approches où on inclut leur point de vue, pas seulement leur présence, mais leur rapport, hein, leur rapport dans ce projet de formation. Jocelyn, tu veux peut-être éclairer encore des choses là sur nos ouvrages ? Non, Laurent, je crois que tu as dit l'essentiel. Simplement revenir sur 2 éléments que moi, en tant que professionnel de la santé, sont très importants et que l'on a aussi tenté par ces différents programmes d'approcher, parce que nous avons d'autres programmes européens aussi qui sont en cours avec Laurent, notamment sur nouvelles technologies et anxiété.
Donc, deux éléments qui vont bouleverser, et tu as parlé de psychiatrie 2030-2040, Laurence, qui vont bouleverser ce que moi j'ai appris il y a 30 ans dans mes études, c'est effectivement les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la connexion des nouvelles technologies à la santé mentale. Et le second point, c'est le statut du savoir expérientiel, c'est-à-dire comment peut-on intégrer ce savoir, et là je me réfère de nouveau à Edgar Morin, hein, quel est le statut, lors de toutes ces recherches, en fait, quel est le statut d'un savoir? Et donc là, je crois que c'est un fameux défi, ce sont deux défis, et deux défis d'ego aussi pour nous en tant que professionnels de la santé mentale, en se disant que face à une intelligence artificielle, nous n'avons peut-être pas toutes les compétences et que l'intelligence artificielle va peut-être nous apprendre des choses, et face à un usager de la santé mentale qui va certainement lui, nous apprendre des choses et des manières de faire. Et donc, je crois qu'il va y avoir cette espèce de révolution copernicienne dans les soins de santé mentale et qui ne sont pas anodines, vraiment qui ne sont pas anodines. Dans les institutions que je côtoie, et Laurence a très bien dit un peu la différence entre des institutions qui peuvent paraître très progressistes, hein, comme nos collègues en Finlande, en Islande, en Suède, et des institutions pour lesquelles même l'idée d'empowerment ou d'autres déterminations sont compliquées, comme des collègues, et sans dénigrer qui que ce soit, mais comme des collègues roumains ou de République tchèque, effectivement, que nous allons devoir beaucoup parler avec pour transmettre ces valeurs. Oui, je voudrais dire aussi dans la continuité de ce que exprime Jocelyn, Edgar Morin, c'est aussi la complexité. Hein. C'est aussi tout le complexe, tout le concept de complexité. Alors, on a des grands défis. Hein. On a des grands défis parce que construire un projet local, ici sur place, in situ, oui, c'est déjà complexe, n'est-ce pas? Mais vous voyez, on est ambitieux, on est peut-être un peu fou, mais on croit qu'au fond, cette complexité, elle fait cette richesse et c'est tout ce qui fait cette articulation, cet entremêlage entre nous tous avec nos cultures différentes, nos cultures de base différentes, hein, socio-historiques, hein, la culture socio-historique et puis la projection vers demain avec une nouvelle génération de professionnels, une nouvelle génération de patients, enfin une nouvelle génération d'institutions et puis de politiques. On espère aussi que tout ça fait bouger les politiques. Et voilà, ce sont nos défis. Et on est heureux d'être là-dedans, ça nous stimule et je ne sais pas ce qui va nous arrêter, quoi. Voilà. Eh bien, grand merci. On est vraiment en plein dans la thématique qu'on veut soulever aujourd'hui. On voit votre enthousiasme pour un tel projet. Ça devait être stimulant à chaque fois, à chaque endroit où vous mettiez les pieds. Puis, on espère communiquer cette excitation-là à nos étudiants.